Mesdames et messieurs, l'équipe du musée de la photo est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre 30e édition de Café Histoire, qui est en fait un moment de partage de connaissances dans un objectif de saisir l'histoire de Madagascar. Et c'est une des missions principales du musée de la photo. Justement, c'est de partager les connaissances de l'histoire de Madagascar ces bouts d'histoire qui vont permettre à chacun d'entre nous, et peut-être des gens de l'extérieur aussi, à en apprendre un petit peu sur l'histoire de Madagascar, parce que nous le savons, l'histoire de Madagascar est faite comme toutes les histoires de mosaïques, donc des bouts d'histoire comme ce que nous allons entendre aujourd'hui avec Josie, qui va nous parler donc de l'armée malgache au XIXe siècle. Cette armée malgache du XIXe siècle qui a laissé un nom hérité par les forces armées d'aujourd'hui, parce que le mot Fluanda est né au XIXe justement, et jusqu'à aujourd'hui encore on parle de Fluanda. Et je ne vais pas tarder à laisser la parole à Josie. Josie, la parole est à toi. Merci. Bonne conférence. Alors, merci Léa. Je vous remercie à mon tour d'être venue. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Insran et je travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur les questions des forces armées. J'ai soutenu ma thèse en 2018 à l'UHESS à Paris sur justement ces questions des forces armées et le titre de ma thèse était les machines de guerre et les appareils d'État de sociologie historique des forces armées malgaches. J'ai quelques études publiées sur l'armée, notamment sur le patrimoine militaire et la difficulté de continuité et de construction de l'État. J'ai aussi une étude publiée sur la non-politique navale de Madagascar dans l'océan Indien. Quelques études sont en cours de publication, notamment une étude sur le rôle de l'armée dans l'environnement et bien d'autres encore sur lesquelles on peut en discuter tout à l'heure. Donc en fait, pour commencer, j'aimerais en fait commencer ma présentation sur ce proverbe Simima Tawajib, ce qui signifie en fait littéralement il n'y a pas plus ardu que la bataille d'Anjib. Et ce proverbe est assez symptomatique en fait de l'illusion quelque part que les Malgaches se font de leur armée, parce que normalement la bataille d'Anjib de 1895 en fait qui s'est déroulée sur un des lieux vraiment stratégiques des Hautes-Terres centrales s'illustre par vraiment normalement une grande résistance de l'armée malgache face à l'envahisseur français. Finalement, l'historien Manasseh Sovemanjous avait démontré en fait le contraire, au contraire, cette bataille a montré une décadence de l'armée, sa lâcheté en fait, une armée sans conviction et incapable de combattre. Par contre, si le proverbe persiste dans l'imaginaire malgache, c'est qu'au fond, il y a cette illusion en fait d'une grande armée du XIXe siècle, et peut-être que cette illusion est quelque part justifiée par rapport à l'existence quand même de l'histoire d'une armée malgache du XIXe siècle. Donc on ne peut pas vraiment parler de l'armée malgache du XIXe siècle sans commencer par le souverain indien Antomirn, donc qui est le père de Radam, mais son accession au pouvoir en unifiant l'Imirn en fait est le fondement de la politique d'expansion conduite par les souverains suivants. Donc, selon les sources, Indian Antomirn a été porté à régner en Imirn par ce type de population
population, les Timafuts et les Mets, est considéré par N'Djénan Poumirna comme père de la population. Cependant, les sources taisent les caractéristiques guerrières des Timafuts au profit des Mets, qui auraient vraiment constitué le bras armé d'N'Djénan Poumirna lorsqu'il conquit l'Imir. Donc, le journal de Réunion Zandou, dernier général Met, montre que la stratégie d'unification de l'Imirn repose en partie sur l'incorporation des guerriers Met, et c'est de cette manière qu'ils ont acquis une place importante dans les mécanismes du pouvoir royal. Donc les Met étaient réputés pour être de grands guerriers belliqueux et courageux et ne fuyaient jamais devant l'ennemi. Ce qui fait par exemple que lorsqu'N'Djénan Poumirna entendit qu'il exista un Soufou, un Ndjefana Boudjatine, des Met imbattables, il mit tout en œuvre pour les acquérir. Et en effet, la stratégie des Met d'Anousfoul en fait reposait sur la complicité des femmes qui jetaient du sable brûlant sur l'ennemi avant d'être poignardées de saguets par les hommes. Donc, quand les souverains a pu les acquérir, il les nomma Manien Tianousfoul. Lorsqu'il eut enfin rassemblé les Mènes Siendjin, c'est-à-dire les Mènes des 6 districts de l'Imirn, un impôt fut créé pour subvenir aux besoins des Mènes, et chaque embannage devait alors être imposable d'un var tapapar, c'est-à-dire la moitié d'un sac de riz au profit de chaque Mène. Donc les Mènes sont connus pour leur vaillance et ils sont divisés en deux groupes. Donc d'un côté, vous avez les Mangarans Falia, les Pouloual, les Manzakarei, qui sont les Tiarundai, c'est-à-dire vraiment les groupes qui sont proches d'N'Djénan Poumirna et du souverain, qui sont choisis pour être des gardes ou des officiers du palais. Et de l'autre côté, vous avez les Maniches, les Manindiansfoul et les Manindianatfoul qui sont choisis en fait pour constituer les bataillons destinés aux guerres de conquête. Donc l'armée d'N'Djénan Poumirna, en fait, c'est une armée temporaire qui existe le temps d'une campagne, ensuite ils retournent à leur vie ordinaire. Et la victoire est confiée au roi et repose ses forces sur la force des 5, c'est-à-dire les charmes et les amulettes, dressés à l'occasion d'une guerre, de chaque guerre, un camp de bataille temporaire durant lequel le souverain pouvait se reposer et se retirer. Excusez-moi. Donc la disposition du camp était en fait comparable à la disposition de l'Imirn de l'époque. Donc, vous avez, donc avec la disposition par compagnie regroupée dans chaque district, le Vunzung, le Marvat, la Varanjan, la Boudran, le Vakinsison et le Vaknakal, sachant que la Varanjan, lui, se divise encore en d'autres divisions qui sont les Timiafout, les Timiamboulak, les Mandiavat et les Vourmaïr, qui sont considérés comme le corps d'élite en fait de l'armée. Donc, ensuite vient la succession de N'Djénan Poumirna. Donc, outre les sentiments d'N'Djénan Poumirna envers Ratama Ier, son choix, c'est, d'après plusieurs sources, son choix, c'est d'abord basé sur les capacités de ses fils à mener une armée. Donc, il avait le choix entre 3 fils. Il semble que Raboudlaï, en fait, il fut d'emblée hors jeu après avoir perdu les campagnes menées contre les Sianes dans le nord de l'Imirn vers 1805. Ramavlaï, lui, est l'aîné de Ratam et avait environ 24 ans à l'époque de la succession et avait accompagné N'Djénan Poumirna dans plusieurs de ses campagnes.
Il était d'ailleurs décrit comme un général heureux, intelligent et populaire. Sauf que Ramavla était jaloux de la préférence du roi pour Laïdam. Il fut exécuté pour avoir fomenté un assassinat contre Radam et Anjana Ier. Donc Laïdam fut alors désigné comme prétendant au trône et il fut entraîné pour devenir un grand guerrier. Donc Laïdam jeune participait aux campagnes menées par son père pour l'édification de son royaume. Et vers l'âge de 12-13 ans, il fut envoyé par son père pour mener des campagnes dans le Betzleo et dans le Sakana. Donc quand on lit les sources, les deux campagnes paraissent victorieuses. Donc celle du Betzleo a été gagnée grâce au Manisht et celle du Sakala fut moins empreinte de succès, mais dans le Tantara Nanjin, Radam voulait continuer, mais c'est les Ambayans qui l'ont accompagné, qui le forcèrent à faire marche arrière 2 fois. Donc il refusa la première fois, mais la deuxième fois, du côté d'Analavour, les vivres des accompagnants ont pris feu, donc là, ils étaient obligés de faire marche arrière. Donc on connaît tous le fameux adage Nranmas Nanvalaparir, qui va conduire en fait aux guerres de conquête et d'unification. Et devenu roi, Radam Ier s'occupe prioritairement de l'armée, qui ne sera plus une armée saisonnière comme au temps de Anjana Ier, mais bien une armée permanente qui va l'accompagner dans la réalisation de son rêve d'unification de l'île. Donc Radam Ier fut vraiment la cheville ouvrière de la création du royaume de Madagascar, mais aussi d'une armée nationale. Et son ère est le moment fondateur de l'armée permanente au sens moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui est amorcée par la signature des 2 traités avec le gouverneur de l'île de France Fakwa en 1817 et 1820. Donc les traités de 1817 et 1820 marquent vraiment la rencontre entre 2 projets politiques, celle des Anglais d'un côté, qui voulait un interlocuteur unique pour arrêter la traite des esclaves dans la Grande Île, et de l'autre côté, celle de Radam, qui allait faciliter en fait le monopole du contrôle des armes, mais allait aussi faciliter les mouvements des conquêtes vers les côtes malgaches et surtout étendre l'hégémonie du royaume sur la totalité de l'île. Donc, en partie de la traite négrière, les Britanniques s'engagèrent en 1817 pour aider le roi de Madagascar à constituer une nouvelle armée permanente inspirée du modèle occidental. Et Madagascar reçut de la part des Anglais des instructeurs militaires, des armes, des uniformes pour constituer une armée permanente de type européenne et moderne. Donc le second traité de 1820 aurait conduit à une levée de 15 000 hommes environ, c'est-à-dire aujourd'hui l'effectif même de l'armée, donc issus d'un certain milieu social. Donc en effet, ceux qui s'engageaient devaient être en mesure de s'acheter eux-mêmes leurs équipements militaires, et ils étaient recrutés donc en grande partie parmi les groupes statutaires Ouvre et Menti. Donc le groupe statutaire indé n'avait évidemment pas à l'époque leur place dans l'armée, mais ils furent intégrés dans les conquêtes en tant qu'accompagnateurs. Donc l'organisation de l'armée commençait alors à se préciser. Au XIXe siècle, des écoles de cadets furent créées et des formations furent dispensées aux militaires malgaches. Donc, de sergents, Kraden et Brady ont été les premiers en fait à autoriser à former les hommes malgaches. Et à partir de ce moment, les instructeurs de l'armée royale furent généralement des Britanniques. Donc Brady, c'était un métis jamaïcain
considéré comme un travailleur efficace, infatigable, et il apparaît vraiment comme un instructeur parfait pour transformer les hordes de guerriers en soldats de métier. Donc Brady avait finalement accédé au grade de général malgache et mourut en Nimerne en 1835. Donc Raden, lui, mourut peu de temps après être arrivé en Nimerne. Je mentionne aussi Asti, qui est un des agents britanniques auprès de Radam, et c'est vraiment un des artisans des réformes militaires de Radam. Il est par ailleurs présenté comme le premier chef d'état-major de Radam, et il y a eu aussi Robin, mais Robin plutôt parce que c'est un sergent français qui accompagna beaucoup le roi. Il a mené plusieurs campagnes, notamment une des plus meurtrières, celle de Wangenjan. Donc peut-être quelques anecdotes toujours sur le règne de Radam et son armée. On peut parler par exemple de la révolte des femmes d'Ambatrouk. Donc les guerriers Myrnes en fait avaient traditionnellement une longue tresse en vue de Grèce. Et après le traité de 1820, Radam Ier se coupa secrètement les cheveux, et lors d'une grande parade, il apparut les cheveux courts, à la grande stupéfaction de ses spectateurs. Donc, pour suivre l'exemple, les militaires malgaches se coupèrent aussi les cheveux, mais ce fut considéré comme un blasphème en fait aux ancêtres par les femmes. Et en fait, elles commencèrent à mettre en place une pétition pour laisser pousser les cheveux en fait des officiers et des soldats. Mais Radam les avait accusés de rébellion et ordonna en fait à une douzaine de soldats d'exécuter 3 d'entre elles, et les autres furent mutilés de plusieurs coups de fouet. Donc on peut aussi évoquer la vision maritime de Radam. Donc, dès juillet 1817, lorsqu'il descendit à Tamatad, on voyait déjà son intérêt en fait pour la mer, d'après le journal de Barthélemy Hugon. Et selon Raoult, en fait, Radam Ier prit conscience qu'il pouvait conquérir au-delà de Madagascar lors de sa conquête du Boune en 1824, parce que à Majunga, il fut invité à dîner à bord du vaisseau Andromaque du commandant Nours, et ce dernier lui proposa de former quelques-uns de ses hommes au métier de marin. Et bien entendu, Radam lui confia alors des hommes, des jeunes hommes, après, principalement des roturiers et des oulmètes. Donc en ce qui concerne l'organisation de l'armée, donc on recrute autant de Radam Ier des gens qui ont pu satisfaire donc les exigences du roi. Donc vous avez là sur le tableau derrière en fait l'équivalence des grades. Donc au temps de Radam, on s'arrêtait environ à 11 honneurs, qui était l'équivalent en fait du général. Et le mot le mot tafre, en fait, il date d'avant Radam, au moment d'Angena Primaire, on parle déjà de Tafka à Malagas. Par contre, la distinction entre Bourzan et Niaramil se fait à l'époque de Radam Ier. Donc le Bourzan ici désigne les civils, et cette distinction entre Bourzan et Niaramil est bien soulignée dans la société, et d'ailleurs dans le code des 305 articles de Ranavala 2, il mentionne vraiment qu'il est puni par la loi de se faire passer pour l'un et l'autre. Le mot Fuluaenda, par contre, donc, il apparaît, Fuluaenda pour 100 000 hommes, apparaît
vraiment, au moment où Radama Ier eut la prétention de pouvoir mettre en campagne 100 000 soldats. Donc le mot 100 000 renvoie vraiment à l'importance de la levée d'hommes destinés à combattre ou à conquérir les royaumes insoumis à Madagascar. Le terme Miaramil désigne aujourd'hui le terme le militaire, ou plus largement l'homme porte un uniforme. Donc ce terme Miaramil signifie littéralement ceux qui marchent, ceux qui cherchent ensemble, mais aussi ceux qui partagent le butin. Donc une autre définition de Miaramil est proposée par Faranidi Marazona qui, je cite, dit « La dénomination même de Miaramil suppose un principe d'égalité. Les engagés volontaires, du moins en théorie, jusque dans le dernier quart du siècle, partent tous en campagne en quête, c'est-à-dire mille, de succès et donc de butin. » Donc le terme de Manambunach apparaît aussi donc, sous Radama Ier, donc avec cette équivalence de grade, hein, et veut dire tout simplement officier et ou littéralement ceux qui possèdent les honneurs. Donc ce sont plus largement des officiers supérieurs qui sont menés à commander les soldats. Donc cette appellation avait pour intention d'honorer la capacité des chefs. Donc, étant donné que les officiers destinés au commandement sont issus avant tout des soldats, ces derniers étaient considérés en fait comme l'herbe qui produit la fleur et les officiers sont la fleur de l'armée. Vous voyez, c'est un peu poétique. Donc, les soldats peuvent donc s'épanouir tout à l'instar des fleurs pour devenir officiers. Et en fait, cette métaphore assez symbolique montre une certaine égalité des chances et que chaque soldat, finalement, a la possibilité de rêver de son bâton de maréchal ou de dire que quelque part, il peut devenir officier. Donc, les officiers supérieurs de l'armée, en fait, de l'armée royale, étaient habillés à l'européenne et diffère un peu des simples soldats. Donc là, vous avez encore des portraits d'officiers militaires. Donc de gauche à droite, hein, Ramach, Rakimbo et Reniyun. Et donc ça, c'est pour les portraits d'officiers militaires, mais les soldats ressemblaient plutôt, étaient généralement vêtus de blanc et de cette manière. Donc là, c'est un soldat ouf, donc au sens Myrne, qui a été pris par le docteur Louis Cata, donc en mission pour la France. Donc les photographies, en fait, finalement, nous montrent une armée bel et bien organisée et entraînée. Et celle-ci est déjà composée à l'époque de corps d'infanterie et d'artillerie, en plus des gardes royaux et serviteurs royaux qui faisaient office de premiers bureaucrates. Donc l'infanterie est l'ensemble de troupes combattantes à pied, et elle équivaut aujourd'hui en fait au corps spécialisé composé des troupes de guerre en terrain difficile. Donc l'artillerie aussi existait et elle concernait l'ensemble des matériels de guerre, les canons, les munitions, les véhicules, et elle était par ailleurs appuyée par une organisation économique des armes à feu et des munitions soutenues par le souverain et l'on verra après par les officiers marchands. Donc, une des preuves des avancées des forces armées en matière d'armement, en fait, est le fait que beaucoup de Malgaches fabriquaient eux-mêmes leur poudre, et on constate plusieurs dépôts d'armes situés en Ymir. Donc les armes et les uniformes sont les signes de modernité par excellence, hein, et on voit par ailleurs une place importante dans la société malgache de cette modèle.
modernisation qui contribua beaucoup au développement de l'État, mais aussi à l'enrichissement personnel des souverains. Donc là, c'est l'infanterie. Vous avez donc là le campement sur la place de Mamas. Donc c'est un peu l'équivalent c'est notre champ de Mars. Hein. Donc le campement de soldats. Donc là, c'est une revue de troupes faite par Ranaval III. Donc, au temps de Ranaval Ier, les choses évoluent hein, et les campagnes sont poursuivies, mais le fonctionnement a changé selon les règles de l'oligarchie. Donc, déjà, pour la rétribution des honneurs, il y aura les manambounages civils et les manambounages militaires. Et comme il n'y a pas d'intendance, les chefs militaires deviennent eux aussi des fournisseurs. C'est là qu'apparaît en fait la seconde vocation de l'armée, qui est le commerce. Donc l'armée devient en fait finalement l'officier marchand, suivi par le soldat colporteur, c'est-à-dire le manambounach, suivi de son déca, c'est-à-dire son aide de camp. Et en fait, en situation difficile de campagne, où il y a besoin d'argent, le manambounach devient lui aussi usurier. Donc le manambounach, c'est-à-dire l'officier, par les conquêtes et les déplacements à travers l'île, avait l'opportunité de faire du commerce et avait vraiment acquis un statut de marchand à certaines occasions, dans la mesure où il est également en charge de l'intendance militaire. Donc, au temps de Radama II, on ne parle pas vraiment de l'armée parce qu'il se présente comme un roi pacifiste et il a d'ailleurs voulu à un moment supprimer l'armée. Donc, il fut peut-être à cause de ça aussi rapidement assassiné. Donc, l'armée fut entre les mains de Renle Arvouni. Donc là, vous avez les campements de soldats Ouf à Osuma, donc à Malaké. Et les batteries de canons d'Andouane de l'époque, notamment les SACAF qui ont été faits par la Borde. Et en fait, donc maintenant, au temps de Renle Arvouni, qui fut donc Premier ministre de 1864 jusqu'à 1896, donc Premier ministre, mais aussi commandant-chef de l'armée. Donc, Renle Arvouni, lui, tente une reprise en main de l'armée et se positionne comme un héritier de Radama Ier, notamment en rappelant dans le discours de 1866, où il rassemble en union sacrée les anciens combattants et les soldats et rappelle assez souvent d'ailleurs l'Urumbat de Radama Ier, ce serment que Radama avait fait, dans laquelle il dit que l'armée en fait condamne l'insoumis, le déserteur, le fuyard, et celui qui tourne le dos à l'ennemi est brûlé vivant. Donc, Renle Arvouni était désormais conscient en fait des menaces qui pesaient sur le royaume, que ce soit les menaces internes par rapport aux zones ouest méridionales non soumis et les menaces externes, c'est-à-dire la menace française. Il tente d'abord de réguler la question des DK, des aides de camp, dont l'usage était vraiment devenu abusif. Donc il interdit aux militaires de moins de 8 funnages d'en avoir. Donc généralement, normalement, à partir de 9 funnages, on peut avoir un DK et jusqu'à 16-30 DK. Mais ce qui se passe, c'est que certains généraux continuent à en posséder plus de 3000 et Renle Arvouni lui-même en avait 10 000. Donc il tente de mettre en œuvre aussi l'ordre en fait dans les honneurs, dont le contrôle a été évalué parce que
Rana II a augmenté le nombre des honneurs jusqu'à 16 et il remet de l'ordre et rétablit les promotions au mérite et au savoir. Donc il renoue avec la politique de Radama Ier et réouvre des écoles de cadets dans laquelle les élèves entrent sur concours et sortent avec le grade de 10 honneurs. Et en 1889, il y a encore 2 instructeurs européens à Madagascar, enfin européens britanniques, surtout Saint-Léger de Sherrington et M. Hall, donc tous les deux de l'armée royale anglaise. Donc Saint-Léger de Sherrington était colonel et il avait même combattu contre les Français en 1884 et 86. Et il était donc à l'époque en charge de l'instruction de 35 à 40 cadets choisis parmi les familles des notables de l'Imir. Donc M. Hall, lui, par contre, il avait escorté la dernière commande des canons du gouvernement du royaume et resta pour former les cadets. Donc Renlerboun institua aussi un nouveau critère d'avancement, c'était de savoir au moins lire et écrire. Donc il créa donc à l'époque aussi 8 nouveaux ministères, dont le ministère de la guerre, parce qu'il savait qu'il fallait peut-être aller en guerre contre les Français. Et une des grosses réformes de Renlerboun était le service militaire, en fait, obligatoire, ou la conscription par la loi du 29 mars 1879. Donc, héritier de la pensée d'unification de Radama Ier, Renlerboun se pose en continuateur en prenant les choses en main, tout en voulant créer une armée nationale. Donc, en effet, malgré certaines difficultés de la part des dirigeants Myrnes à asseoir une conquête complète dans certains royaumes, cette situation ne l'empêche pas de tenter de mettre en place une armée vraiment à vocation nationale. Donc, en 1888, le service militaire était étendu à la population de la côte Est, au Bitzleo et au Sianak. Il était désormais effectivement important d'intégrer d'autres hommes autres que Myrne pour renforcer cette armée permanente. Et on avait alors là les prémices d'une armée nationale, bien qu'il est difficile pour les autres ethnies d'accéder malheureusement au rang d'officier supérieur. Manasseh et Soveimajus évoquent notamment le cas des Betsinsara qui ne pouvaient pas aller au-delà des 6 honneurs. Donc, malgré les efforts de remise en ordre et des réformes, les abus persistèrent et l'armée n'avait plus la place qu'elle avait sous le règne de Radama Ier. Le service militaire obligatoire fut un échec cuisant, car en fait, finalement, il était perçu comme une corvée supplémentaire ou notre forme de fin de poule. Donc l'engagement au sens militaire du terme était vraiment inexistant. Et les hommes en âge d'aller combattre, en fait, contournaient le service militaire de plusieurs manières. Soit ils s'engageaient comme des cadres, soit ils se prévalaient d'être Avanadji, qui étaient jusque-là exemptés de service militaire, soit ils prenaient tout simplement la fuite. Donc on constatait alors que plusieurs hommes manquaient à l'appel lors des revues des troupes. Et cette situation était d'autant plus dommage que la corruption y régnait déjà. Par exemple, Renlerboun, le fils de Renlerboun, qui était par ailleurs ministre de la guerre, fondait lui-même des exemptions de service militaire où, moyennant finance, il recrutait aussi des décas. Donc il existait vraiment un système corrompu et organisé finalement pour fuir ce service militaire qui resta au final une obligation pour les plus démunis
et ceux qui étaient nantis ou avaient des liens de parenté avec la reine arrivaient à y échapper, et on constate évidemment que les désertions à l'époque sont vraiment extrêmes. Donc pour conclure, aidé par les Anglais, certes, Radama Ier faisait figure de visionnaire lorsqu'il mit en place son armée permanente. Je cite à ce titre Guy Jacob: au temps de Radama Ier, l'amour de la terre ancestrale et la fidélité du roi étaient poussés si loin dans le peuple que chacun s'enrôlait spontanément, chacun sollicitait l'honneur d'être soldat. Cette armée solidaire unissait les pauvres et les riches, animés d'un égal de patriotisme. Donc malheureusement, cette situation s'est délitée avec les souverains qui se sont suivis. Et un des handicaps en fait, majeurs de l'armée royale mère était principalement le fait que ceux qui ont passé la carrière des armes n'étaient pas rémunérés et ils pouvaient cependant jouir d'un certain privilège lié aux honneurs attribués par la fonction, mais aussi par rapport au fait qu'ils étaient une grande partie marchands et lettrés. Mais la situation était que la plupart étaient surtout à la recherche de rétributions financières en complémentarité de la profession militaire. Et cette mise en valeur de la représentation militaire était finalement presque inexistante. Et c'est en partie cette situation qui a mené à la débandade d'Anjib. Peut-être pour finir sur ce portrait de Reine Njema Panj, qui est un exemple de ce qu'on appelle officier évangéliste, donc évangéliste, mais aussi homme d'affaires d'ailleurs. Donc il est élève de l'école du Palais, et puis jeune conseiller à la cour et collaborateur de Reine Léa Foun. Donc il vient du Marvad et il est surtout connu pour être le gouverneur de Tamatage et est à l'origine de l'incorporation des Betsinsaraka dans l'armée royale. Et Guy Jacob, par exemple, le compare à Richelieu ou Mazarin vu son sens des affaires ou de l'État. Donc je vous remercie pour votre attention.